Allô? Allô? Oui, oui, allô? Ah, c'est toi, bonjour et Oui, bienvenue sur Allô, à livre ouvert, le podcast qui vous fait raccrocher les téléphones. et décrocher les livres de bibliothèque. Bienvenue, bienvenue pour l'épisode 24 de l'émission Allô à livre ouvert, parce que c'est là qu'on ouvre les cœurs, à cœur ouvert, à livre ouvert. Bien sûr, tout le monde, au bout du 24e épisode, a compris le jeu de mots. On va pas l'expliquer. Donc, on vous présentera tout à l'heure une poétesse encore, mais bon, surprise. Donc, à livre ouvert, c'est une émission présentée par Kerima Chebeb et moi-même, Anna Fonseca. Et donc, le but, c'est de vous faire découvrir des autrices peu connues, qui méritent d'être connues, et aussi de vous reconnecter à la lecture et aux bienfaits de la lecture. Exactement. Bienvenue, Et bienvenue. bienvenue. Et pour reprendre, pour rebondir sur ce que tu as dit, justement, aujourd'hui, on va parler de poésie, mais pas Mhm. de n'importe laquelle, puisqu'on va parler de poésie amoureuse. Donc, la poésie amoureuse chez les Arabes, machallah. Et donc, quand on parle de poésie arabe amoureuse, on a souvent tendance à penser à une façon d'écrire enfin, une sorte de poème qui s'appelle El Ghazal. Et dans le sens de la langue, El Ghazal, ça veut dire, enfin, ça décrit un petit peu le sentiment du poète, tu sais, un petit peu éculé, un petit peu amoureux, romantique, mais un petit peu rejeté, tout le lyrisme qu'il y a autour de ce thème, machallah. Euh, je vais parler de ça parce que la poésie amoureuse lyrique, elle a beaucoup influencé, arabe, pardon, elle a beaucoup influencé par la suite comment dire, les grands courants romantiques, par exemple français, occidentaux, mais on le dit très rarement. Et la poésie amoureuse lyrique, pardon, elle a différentes voix. Effectivement, on va parler de plusieurs choses, donc que ce soit de l'amour pudique, très pudibond, très respectueux, à l'amour très charnel. Ça peut être aussi de l'amour mystique, donc l'amour avec tout ce qui est le thème un peu du soufisme, le fait de s'éteindre en Dieu, l'amour profond et puissant pour Dieu ou pour le prophète, ce célèbre. Ouais, Et c'est vrai. ça peut aussi parler d'amour profane, d'amour fou, passionnel ou d'amour raisonnable. Vraiment, c'est l'amour sous toutes ses coutures que se propose d'étudier la forme qui est El Ghazal. Donc de tout temps, ça c'est quelque chose qu'on sait, les Arabes connus, même avant l'islam, ont toujours été connus, pardon, même avant l'islam et surtout avant l'islam, pour être de grands poètes. On sait d'ailleurs que le Coran Karim, il est descendu par Allah Azzawajal sous une forme magnifique, une forme littéraire Mhm. magnifique, qui en fait, enfin Allah s'il l'a fait descendre de cette forme, c'était une sorte de da'wah parce qu'il est venu un petit peu entrer en résonance avec les Quraysh qui eux étaient connus pour être de grands grands poètes, donc le peuple qui était là Mhm. avant l'islam, avant les musulmans. Et le Coran, il est venu un peu s'imposer comme, comment dire, comme, je vais pas dire poésie ultime, mais un petit peu pour dire à ces Quraysh, ça c'est vraiment le nacre de la poésie que vous ne pourrez jamais reproduire, tu vois. Ouais. C'est pour ça que même quand on fait la dawa, c'est une énorme parenthèse, hein, c'est toujours bien en fait quand tu vas faire la dawa avec quelqu'un de te placer de là où il est. Pourquoi le Coran il arrive à ce moment-là comme forme poétique, un petit peu littéraire, en tout cas magnifique forme littéraire, parce que c'était un siècle où justement les collèges, donc les Arabes de l'époque, appréciaient la poésie. Je dis n'importe quoi. Si par exemple les collèges avaient été des grands fans de bande dessinée, je dis n'importe quoi, ça n'existait pas, hein, eh bien peut-être que le Coran aurait été Starfirullah sous forme de bande dessinée. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. L'idée, Je c'est pas comprends. ça. L'idée, c'est de dire que la dawa, elle se fait à partir de l'endroit où tu es. On ne doit pas venir avec des gros sabots, des trucs étrangers pour parler aux gens, en fait. On doit les Ouais. prendre d'à partir, même quitte à apprendre, comme le faisait le prophète, des mots de leur dialecte, mais essayer de se mettre à leur niveau. Mhm. Machallah. Et donc, El Ghazal, c'était vraiment connu pour être des poèmes sur l'amour. Et je vais vous lire juste un poème de Imrul Qais, qui a été un des premiers poètes de l'ère pré-islamique, un des premiers poètes arabes de l'ère pré-islamique, qui a écrit des vers sur l'amour, pardon, pas des versets, des vers sur l'amour, sur la séduction, sur la femme, etc. Donc à l'échelle européenne, on peut dire qu'il a un petit peu atteint le statut de Homère. Je pense que tu connais Homère, Mhm. et qui a écrit l'Odyssée. Tu vois, donc Mhm. c'est une référence en termes Ouais. de littérature européenne. Quand il est devenu donc Imrul Qais, c'est un peu le Homère de l'ère pré-islamique. Quand il est devenu une référence en termes de poésie lyrique arabe. Donc je vais lire quelques vers de Imrul Qais. Lorsqu'elle se retourna vers moi, se répandit un doux parfum, comme si la brise du matin exhalait une odeur de giroflée. Si dans mon désir je l'implorais, sur moi elle se penchait, inclinant son corps svelte, élancé d'une blancheur cristalline,
cheville tendre, ventre plat, poitrine claire, tel un miroir poli, unique dans sa blancheur nacrée. Et un cou aussi gracieux que le sien, paré d'étincelants bijoux, sa longue chevelure d'un noir d'ébène lui couvre le dos, abondante comme les grappes mûres d'un dattier, les mèches relevées par des rubans s'égarent dans l'épaisse chevelure ondulante et tressée. Donc là, en fait, pourquoi j'ai pris ce poème-là? Parce que vraiment, il parle de la femme, et quelle femme! Il la magnifie, il la sublime, il utilise que des mots pardon, qui viennent vraiment mettre en valeur le corps de Mhm. la femme et de toute femme, en fait. C'est une femme, on va dire, un peu universelle. Et pourquoi? Parce que l'image de la femme, c'est un sujet vraiment de prédilection dans ce genre poétique et El Ghazal. C'est un peu une sorte d'archétype, tant elle est au cœur de nombreux poèmes, et en particulier sa beauté. Et c'est comme par exemple Ronsard, Au nom de la rose, ou tous ces poètes pardon, romantiques qui sont venus, avec différents mots, différentes façons, glorifier la beauté de la femme. On voit que la femme, de façon générale, c'est un sujet de prédilection de tout temps, en fait. Mhm. Subhanallah. Depuis un peu toujours. Et avec l'arrivée de l'islam, la poésie, elle continue d'exister, en particulier le poème amoureux. Par exemple, on peut citer, pour montrer encore une fois que certes, l'islam est venu pour mettre fin à beaucoup de choses et aussi pour commencer une ère nouvelle. Mais encore une fois, nous sommes des artistes. Machallah, peut-être que les gens qui Mhm. nous écoutent sont aussi des artistes. Et il ne faut pas avoir, encore une fois, cette culpabilité à se dire, je fais de la poésie, j'écris, est-ce que et voilà, est-ce qu'au niveau de ma religion, c'est quelque chose d'accepté? euh, Alhamdulillah, l'islam ne vient pas comme un joug sur nous, en fait. On a une certaine liberté, surtout quand cette poésie, cet art, de façon générale, vient un petit peu servir la cause d'Allah, machallah. Donc, pour parler de ça, donc, il y a un poète qui s'appelle Ka'b ibn Zuhair, qui était un très très grand poète, très très connu à l'époque, et il s'est converti, machallah. Comment? Par le biais d'un poème, subhanallah. En fait, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et alors qu'avant même, alors que même avant cela, pardon, il critiquait l'islam, il redescendait l'islam, il rabaissait l'islam. Et subhanallah, il a été touché en son cœur. Et il a écrit le poème du manteau. Je pense que vous connaissez, donc El Bourda. Mais Non, c'est non. pas, c'est en fait, si tu l'écoutes, tu pourras l'écouter après, vous pourrez l'écouter vous-même. Le poème du manteau, ça a été repris par un Égyptien qui a fait ensuite El Bourda, El Qasiri. Et c'est un poème très très connu à l'éloge du prophète sallam. Ils ont fait beaucoup de nashids, si tu veux, c'est un truc super connu. Si tu l'écoutes, c'est sûr que tu vas reconnaître. Mais là, c'est pas le même. Lui, c'est le premier qui a écrit le poème du manteau, la célèbre Bourda. Et le premier moment de ce poème, c'est aussi un rasel. Juste après la lecture de ce poème, le prophète sallam, il lui a donné son manteau. Et c'est pour ça que par la suite, en fait, on l'appelle le poème du manteau, machallah. D'accord. Mais donc ici, on parle pas de Boussiri. Ça, c'est celui dont je viens de te dire qui a été écrit par l'Égyptien qu'on connaît maintenant à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de nashids. Là, c'est vraiment le poème du manteau, le premier qui a été écrit, machallah. Et D'accord. en fait, c'est pour dire quoi? Tout ça pour dire quoi? Qu'il s'est converti à l'islam en déclamant un poème au prophète sallam. Donc, Ouais, qu'est-ce que ça montre? S'il avait fait quelque chose de mauvais, ça serait pas resté. Le prophète sallam, il aurait dit non, tu peux pas faire ça comme ça, tu vois, il aurait repris. ouais. Donc, ça montre bien, encore une fois, ici, le message, c'est que l'art peut toujours avoir sa place. C'est pas parce qu'on est musulman qu'on doit être dans comment dire, qu'on doit se mettre des obstacles à toute chose. Notre créativité, elle peut s'exprimer. Tant qu'elle respecte, bien sûr, la charia et qu'elle est là pour une bonne raison, machallah. Plus que cela, je vais terminer sur ça, on comprend que c'est pas la forme le plus important. Rien en soi, en termes de pratique artistique, n'est interdit en fait, s'il vient montrer la gloire et la beauté de l'islam. Toute cette dunya, aussi vile soit-elle, elle peut être mise au service de notre dawa, et on doit justement se servir de ces outils, on doit justement servir pardon, ces outils de notre dunya, que ce soit l'écriture, l'art de façon générale, pour akhira et non pas pour l'inverse. En fait, tout ce qu'on met en place ici-bas, ça doit être des marchepieds pour notre au-delà. Mais c'est pas parce que c'est pas intrinsèquement, par exemple, l'écriture intrinsèquement, c'est pas quelque chose de religieux, mais on doit le tourner en sorte à ce que ça nous serve pour l'au-delà, et non pas que ça soit justement quelque chose qui va venir contre nous au jour de la résurrection, mais quelque chose qui va venir plaider en notre faveur. Allahu alam. En tout cas, c'était mon petit rappel, machallah, sur El Ghazal, donc le poème arabe par excellence, au temps des Quraysh. Bah, écoute, j'ai appris beaucoup de choses. Je ne connaissais pas en fait. Et tu n'aurais pas un petit bout du poème à nous lire, non? Peut-être que tu n'as pas, t'as Le pas poème du manteau, noté. non, je l'ai pas noté, c'est vrai, j'aurais dû. Je l'ai Eh pas ben, noté. peut-être une prochaine fois, quand on recevra aussi une poétesse, Inch'Allah, ce serait bien. Mhm, avec plaisir. Inch'Allah. Mais vous, de votre côté, n'hésitez pas à aller consulter. Bah, merci pour toutes ces informations. Et ça donne envie en fait de lire de la poésie. Et puis tu enlèves le côté effectivement
parfois juridiques de certaines personnes qui aiment bien mettre dans des cases et codifier là où il n'y a pas de code, etc. Et parce que Mhm. bon, effectivement, il y en a qui pensent que la poésie, c'est pas une bonne chose en islam, et puis non. En fait, ce qui est mauvais, c'est de penser que par notre poésie, on peut concurrencer le Coran, c'est tout. C'est Mhm. d'ailleurs pour ça que c'est inimitable, mais après, s'exprimer, euh, je pense qu'il faut revenir à du bon sens, s'exprimer avec des mots, de beaux mots, avec des sonorités agréables et un sens élévateur, je vois pas comment ça pourrait être interdit en fait. Mhm. Bon, donc, Oui, là. ah bah écoute, moi, c'est beaucoup moins poétique. Aujourd'hui, je voulais juste vous donner des petits faits littéraires, des anecdotes en fait, amusantes ou pas très amusantes, mais juste des. Voilà, on va dire, c'est comme un petit quiz. Enfin, pas tout à fait, mais si tu as les réponses, tu peux les donner à l'avance. Et Mhm. c'est des petits faits comme ça sur des auteurs connus. Par Ok. exemple, alors, est-ce que tu as un fait divers ou une anecdote sur James Joyce, par exemple? J'aime juste celui qui a écrit quoi déjà? Je crois. Attends, c'est pas écrit. Bon, si je me trompe, ben, c'est pas grave. Je pense que c'est le portrait de Dorian Gray, par exemple. Ah oui, ok. Ouais, il me semble. Eh ben, Non, je... il était aveugle, ce que je savais pas, alors que le portrait, enfin voilà. Donc, et pour remédier à sa cécité naissante, James Joyce portait constamment un manteau blanc qui l'aidait à voir plus clair. Subhanallah. C'est cool, subhanallah. Ouais, bah en plus, on parlait de manteau tout à l'heure. Tu vois, le manteau qui permet de voir plus clair, bah, le manteau du prophète sallam qui permet d'éclaircir la vue des gens et d'enlever des voiles, Subhanallah. éventuellement. Mais alors là, quel tour de passe-passe, c'était vraiment une poète. Oh, bah, La écoute, métaphore incroyable. on fait des liens partout où on peut, hein, on rafiste là. Et Trop bien. quand il est devenu presque aveugle, Par l'auteur. contre, Anna, c'est Oscar Wilde qui a écrit le portrait de Dorian Gray. Donc là, il faut que tu révises. Merci, merci. Bah, c'est bien, tu as cherché tout de suite. Bon, ben moi, c'est corrigé. Donc, James Joyce, je ne sais pas. Ah, ben si. Devenu aveugle, la réponse est après. L'auteur du chef-d'œuvre Ulysse n'écrivait plus qu'à l'aide de Ouais, crayons de couleur pour pouvoir se relire. Et là, quelle leçon on peut tirer? Tu vois, quelqu'un qui veut vraiment écrire, écrit point barre. ouais, subhanallah, c'est Il vrai. va trouver des astuces, bah là, le manteau blanc, les crayons de couleur. Enfin, quand on veut quelque chose, si on n'est pas. Alors après, moi, je suis contre le mythe de la volonté. Quand je veux, je peux, pas toujours, parce que parfois, on a des freins psychogénérationnels, tu vois, qui Mhm. remontent. Voilà. Donc, il y a des choses, parfois, effectivement, c'est un petit peu compliqué. Mais, enfin, voilà, c'est des exemples vraiment de. Je parle là pour moi, de me dire, ben, écoute, t'es pas aveugle, tu as deux mains qui fonctionnent, tu as un cerveau qui fonctionne. Eh ben, bismillah, vas-y. Voilà. Alors, une autre anecdote. Euh, Attends, parce que je ne les ai pas lus avant, j'avoue, mais c'est des tout petits textes. Alors, Balzac, par exemple. Balzac était un travailleur acharné dont la vie tout Mhm. entière était consacrée à l'écriture. Ah bah tiens, encore un exemple de quand tu veux écrire. On Chaque on jour, va vraiment culpabiliser à la fin de l'émission. bah, c'est fait pour, hein, c'est fait pour. Ah, Donc, chaque jour, l'écrivain se réveillait à 1 heure du matin. Nous, c'est peut-être l'heure où on s'endort. Attention, il faut réfléchir. Donc, il se réveillait à 1 heure du matin, il écrivait 7 heures, faisait une sieste à 8 heures et se réveillait à 9h30. Ensuite, il poursuivait son travail jusqu'à 16 heures avant de se consacrer à ses activités quotidiennes jusqu'à 18 heures. Bon, c'était ouais. peut-être un hyperactif aussi, hein. Mhm. Voilà, hein, on n'est pas tous comme ça. Mais, ah, et après aussi, il faut dire que c'est comme par exemple Kant aussi, c'est un philosophe, il avait vraiment une routine très très, il se levait à 6 heures, son petit déjeuner à 5 heures, 5 ans, tu vois. C'est aussi des personnes qui étaient qui avaient une situation financière qui le permettait, parce que nous, on doit travailler, tu vois, c'est un peu compliqué, quoi. C'est On n'est vrai, pas tous des bandits, voilà. on travaille, ou on a des enfants, une charge de famille, ou voilà, c'est vrai qu'on a peut-être. Et puis après, je pense que la discipline est différente selon chaque âme. Il y a vraiment des âmes qui ont besoin d'énormément de cadres parce que ça les rassure, et d'autres, Ouais. ça les étouffe un petit peu au niveau de l'inspiration. Donc, bon, peut-être Mhm. ça aussi. Mhm. Alors, euh,
Ah ouais, ça c'est pas mal. L'écrivain Henri Beyle a écrit la plupart de ses œuvres sous le nom de Stendhal. Et moi, je connaissais que Stendhal. Oui, Bale, ouais. Mais il a utilisé aussi d'autres pseudonymes. Alors, par exemple, Cornichon et William Crocodile. C'est drôle. Ok. Bon, ça, c'était pas mal. Alors, une petite dernière. La romancière sud-africaine Kathleen Lindsay, que je ne connais pas, ah ben Non si, plus. plus connue sous le nom de Marie Faulkner, a Hmm, publié 904 romans. 904 euros. Ouais. Mais Marie c'est Faulkner, incroyable. ouais. Ouais, c'est incroyable. Bon, c'est vrai que c'est peut-être un quiz pour faire déprimer les gens, c'est possible. Attends, je vais en trouver un autre. Surtout nous qui écrivons. Attends, j'ai peut-être autre chose. Non, ça c'est moins intéressant. Le roman Du côté de chez Swann de Proust avait Ouais. initialement été refusé par tous les éditeurs. Il fut Oui, oui, donc oui. publié à compte d'auteur, comme quoi il faut jamais renoncer. Oui, oui, exactement ça. C'est un truc qui m'a toujours. Ça m'a donné beaucoup d'espoir parce qu'il a été refusé chez Gallimard, hein, chez beaucoup de maisons d'édition. Alors que maintenant, Proust, c'est plus qu'une référence, quoi, tu vois. Ah ouais, bah oui, forcément. Donc, c'est pas parce qu'on est refusé, rejeté ou discrédité par même des maisons d'édition ou même des personnes autour de soi que ça touche à la valeur de ce qu'on produit. C'est ça aussi qu'il y a Mhm. à comprendre. La valeur de ce qu'on produit, même, tu vois, si ça reste... bah, par exemple, je sais pas si tu connais le poète portugais Fernando Pessoa. Oui, oui. Et ben lui, en fait, alors c'était un choix. Il a écrit pendant sa vie, évidemment, parce que mort, on n'écrit pas. Donc il a écrit, et en fait, il a tout caché dans un coffre, et pour que les choses soient lues une fois qu'il est mort, uniquement. Hmm. Il voulait être lu une fois mort. C'est quoi le lien avec ce qu'on a dit avant? Bah, c'est ça, c'est que c'est pas parce que c'était lu par personne, parce que finalement, euh, d'ailleurs, Pessoa, c'est une personne en portugais, hein. Donc c'est pas parce Ok. que c'était lu Ah par non, non. ouais, mais personne, une personne, et là c'est personne, rien quoi. Mais pas parce que c'était lu par personne que ça n'avait pas de valeur. Et je trouve magnifique le fait que de décorréler vraiment la valeur d'une chose à l'importance du regard donné par d'autres, Ouais. Mais c'est finalement. très dur. Enfin, on baigne dans ça, dans la reconnaissance d'autrui. Ouais, c'est super dur. Moi, j'y arrive pas, personnellement, mais Ouais. bon. Mhm. Mais je Le pense travail. que le travail de l'ikhlas, tu vois, de vraiment envoyer ça pour Allah, sachant que c'est lui qui s'occupe des affaires derrière et qu'il en fait ce qu'il veut et comme dit, voilà, qu'en fait il fait ce qu'il veut avec ce qu'on produit parce que ce côté créateur, comme tu disais, la créativité, donc effectivement c'est un hommage à Allah au nom d'Al-Khaliq qui est le créateur. Mhm. Donc on est obligé Ouais. d'être créatif, ça fait partie des attributs à faible dose qu'on a et qui viennent du créateur. Ouais. Et le fait en fait d'honorer Allah par l'art et donc la créativité, après tu l'envoies comme ça et puis lui il se charge d'en faire ce qu'il veut. Mais en vrai, la récompense est déjà acquise puisqu'elle est, elle est faite, ça existe. Ouais. Et la simple existence, c'est ça, comme les prophètes qui ont été suivis par personne. Est-ce Ouais. qu'ils sont moins bons? Est-ce qu'on les évalue au nombre de personnes qui les ont suivis, écoutés? Non. C'est évalué au fait qu'il existe, simplement. Ouais. Donc ça, c'est rassurant quand on écrit, effectivement, de se dire ça existe et c'est ça qui est beau. Ouais. Ben, dernier, Machallah. peut-être, dernier petit. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, c'est qui le premier écrivain milliardaire? Bon, là, du coup, c'est un écrivain ou une écrivaine, allez, je t'aide, une écrivaine récente, enfin, de notre époque. J.K. Rowling? Non? Ouais, voilà, super. Ouais, bah oui, C'est c'est vrai, ça. c'est elle. Voilà, c'est la première. Alors, milliardaire, hein, je savais pas, c'est pas millionnaire. Bon, bah, du coup, voilà. Comme quoi, on peut Donc, tu es gagner. en train de me dire qu'avant elle, il n'y a aucun écrivain qui a été milliardaire, mais c'est super pessimiste comme bilan. Bon, après, moi, perso, le milliard, je ne le vise pas. Le million, pourquoi pas, ça serait sympa parce que ça permet aussi de le dépenser dans des bonnes actions et de se faire plaisir. Euh, euh, bon, bah, Inch'Allah, Inch'Allah, qu'on devienne alors des écrivains millionnaires. C'est bien, non? Oui. Ça, Tu me fais trop rire. Là, t'es très ça pourrait être bien. Voilà, idéaliste, voilà. pardon.
Bon, et ben voilà, moi j'en ai fini. Je vous en réserve quelques-uns pour une prochaine émission, quelques faits comme ça incongrus au niveau Et des si vous avez, littératures. si vous connaissez vous aussi des anecdotes un peu incongrues sur le monde de la littérature, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, ça peut être drôle. Exactement, exactement. Alors maintenant, du coup, on va faire monter notre prochaine invitée de cette émission, Dalo, qui est Faiza. Et je vais vous dire quelques mots sur elle avant de la faire monter, et elle vous en dira évidemment beaucoup plus, machallah. Donc Faiza, c'est une jeune poète parisienne née en 1994, 94 pour les Français. Ça y est, tu vois, je me suis... Non, ça y est, je suis devenue belle, je suis désolée. Donc, elle est diplômée d'une licence de lettres et d'un master d'études internationales. Et elle a toujours aimé en fait la poésie dès son plus jeune âge. Enfin, c'est ce qu'elle nous dit. Elle publie ainsi depuis 2020 ses textes de façon continue sur les réseaux sociaux, sans pour autant sauter le pas de la publication officielle, parce que c'est un pas effectivement. Faisal a lu beaucoup d'ouvrages mystiques et de poésie française. Et de toute façon, quand on lit le livre, on sent qu'elle a un bagage, machallah. Elle est fan de cinéma, de randonnée en pleine nature. Et c'est fort de tout cela, en fait, qu'elle tisse la trame de ses textes. Et on ressent tout ça, en fait. Quand j'ai lu la présentation, je me suis dit oui, c'est vrai, parce que j'ai déjà un petit peu parlé avec elle, ça fait quelques temps. Et puis aussi, quand on lit ses textes, on sent vraiment qu'il y a tout ça dedans. Ils sont chargés de tout ça, machallah. Étant elle-même fille d'immigrés algériens, elle fait partie de diverses associations traitant de la question de l'exil. Et c'est donc tout naturellement que l'héritage et l'immigration font partie aussi des thèmes dont elle traite dans son recueil. Et c'est à travers la poésie que Faiza aborde les thématiques et les problématiques de notre siècle actuel, donnant ainsi à celle-ci un sens et une profondeur sans équivoque. Et maintenant, sans plus attendre, on va la faire monter. Très bien. Alors, salam Eh ben, alaikum Faiza, Alaykoum salam, ça m'a bienvenue écouté. sur ça Allo. fait super plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait toujours plaisir Bah, de merci recevoir à des vous deux. poétesses parce qu'au début, c'est un peu plus difficile. Et je trouve que là, je sais pas, Kérima, si tu as remarqué, mais les dernières autrices, ce sont quand même des poétesses. Donc, alhamdoulilah, Oui, ça se développe. Inch'Allah. ouais, machallah. Alors, Anna, est-ce que tu vas commencer à cuisiner Faiza ou je commence? Ah bah, écoute, moi, je veux Je bien dirais- commencer. Ouais, après, c'est des questions, il n'y a aucune question piège et on est toujours libre vraiment de répondre ou de dire je passe, hein, vraiment, il y a Oui, bien sûr. totale liberté. Bah, déjà, ce que j'aimerais savoir, parce que pour le coup, moi, je t'ai pas rencontré avant et on ne s'est pas parlé. J'aimerais savoir en fait comment, enfin, Kerima t'a présenté un peu, donc on a une idée, mais comment t'es venue l'idée d'écrire? Est-ce que c'est depuis que tu es petite ou bien est-ce que tu t'es réveillée un jour et ça a été une impulsion? Alors non, il n'y a pas vraiment eu d'impulsion. On va dire que j'écrivais depuis que je sais écrire. J'ai toujours tenu un journal en fait. Donc depuis que je suis petite, j'ai toujours tenu un journal que je voulais que personne ne lise, que je cachais, etc. Sous Mhm. mon lit. J'aimais bien dessiner dessus. Des fois, c'était pas juste écrire, je dessinais aussi. Et j'écrivais mes journées, mais j'essayais toujours en fait de capter un moment de ma journée que je décrivais avec beaucoup de précision, où j'essayais de raconter un peu mes émotions, etc. Donc depuis que je suis petite, j'ai toujours tenu des journaux. Je les ai d'ailleurs encore. C'est drôle, des fois, de les revoir, Ouais, ça fait rire. j'imagine. Ouais, et du coup, non, il n'y a pas eu d'impulsion. Après, il y a eu quand même un moment où je me suis tournée particulièrement vers la poésie, parce que j'ai fait un bac littéraire et en fait, j'ai eu une prof qui m'a vraiment poussée là-dedans parce qu'elle avait vraiment. Enfin, c'est des profs assez rares dans nos parcours, mais qui sont vraiment. Qui nous encouragent beaucoup dans certaines voies, qui nous donnent confiance en nous. Et en fait, cette dame, elle aimait beaucoup la poésie et comme le thème du bac de cette année-là, c'était vraiment centré sur la poésie, on a vraiment poussé sur ce genre-là et je suis tombée totalement amoureuse. Et donc, de mes écrits qui étaient un peu mélangés de genres, je suis partie plus vers la poésie grâce à cette année-là un peu du bac, donc à mes 18 ans. Subhanallah, c'est là Ok. qu'on voit à quel point, euh, comme il n'y a pas de hasard, comment Allah il va nous pousser vers une voie plutôt qu'une autre et l'importance des rencontres et je pense aussi de saisir les rencontres, de saisir les perches qui sont tendues enfin, c'est incroyable parce que finalement, bon, après on peut faire des si et puis il y a une multitude de possibles.
dans les Mhm. destins, tu vois. Mais par exemple, tu n'as pas cette prof, on ne sait pas en fait. Est-ce que tu continues d'écrire? Est-ce que tu pars dans le roman? Est-ce que carrément tu n'écris pas parce que tu as un prof de terminale qui te dégoûte de l'écriture? Enfin, Mhm. c'est vraiment. C'est pour ça qu'en fait, le destin a ses mystères et chaque personne, au final, n'a été que poussée. Enfin, voilà, c'est parce qu'en ce moment, j'ai Oui, pas c'est mal ça. de réflexions sur le destin et là, ce que tu nous dis, c'est vraiment assez flagrant quand même. Quand même. Ouais. Mhm. Personne ne se fait tout seul, en fait. J'aime bien dire ça. J'avoue que je suis un peu gênée par des gens qui penseraient s'être fait tout seul, s'auto-féliciter, se dire ah, merci, merci à moi-même, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Moi, j'ai tendance plus à dire merci telle personne, merci mon Dieu de m'avoir fait rencontrer telle personne qui a fait que qui m'a poussée. Enfin, par exemple, cette prof, elle m'a beaucoup encouragée en me disant, t'as une belle plume, en reconnaissant en fait les phrases qui étaient très poétiques dans, par exemple, simplement une dissertation, et me dire, ça c'est très beau, etc. Juste souligner ce genre de choses, souligner un peu les talents, dire, voilà, toi, tu as cette facilité-là. Il y a une autre personne dans la classe qui est plus par exemple, douée à l'oral, donc elle va lui dire, et ça met des petites perles en fait dans l'esprit de personnes qui sont en construction, et qui leur permet en fait de se diriger voilà, dans des voies où ils vont se dire bah voilà, moi ma prof elle m'a dit que j'étais douée dans ça, donc c'est quand même une référence et je vais pouvoir essayer cette voie. Ouais, c'est chouette. C'est chouette. Donc, on va dire que tu écris depuis toujours, mais l'idée vraiment de d'écrire pour l'autre, parce que là, tu écrivais pour toi, Ouais. mais d'écrire pour l'autre et donc d'être publié, ça, c'est depuis que tu es petite aussi. T'imagines écrire un livre? Ouais. Oui et non, en fait. J'en rêvais, mais je pensais pas que ça allait être possible. Enfin, j'étais pas forcément en train de me dire je vais le faire. Mhm. C'était Mhm. pas un objectif non plus. Mais non, au tout début, en fait, c'était vraiment, j'écrivais, mais je voulais pas forcément être lue. C'était vraiment, c'est pour ça que moi, l'écriture, c'est pas venu comme quelque chose, comme une passion ou quoi que ce soit, c'est venu comme un besoin. C'est-à-dire que j'étais pas comme d'autres enfants qui avaient cette facilité à dire ce qu'ils ressentaient comme ça à l'oral. J'étais plutôt introvertie, donc moi en fait l'écriture elle est venue en fait empêcher que je me remplisse trop et que j'explose tout simplement. Ouais. Mhm. Et ça, juste pour dire, ça se sent vraiment. Moi, j'ai pas encore lu ton livre parce que je t'ai expliqué que, subhanallah, en fait, j'aime beaucoup ce livre, mais j'ai du mal à le lire. C'est incroyable, c'est la première fois que ça m'arrive. Wallah, c'est la première fois que ça m'arrive. Ça remue tellement de choses que j'ai du mal à le lire, alors que j'adore quand je le lis, tu vois. Mais ce que tu dis, ça se ressent parce qu'on sent vraiment que tu viens nous dire quelque chose de toi, en fait, à travers différents poèmes dont on parlera plus tard, mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre, j'ai l'impression de la thérapie en mode il faut que j'écrive sinon. Je sais pas si tu as ressenti ça, Anna aussi, mais moi je le ressens vraiment comme un truc, l'urgence de l'écriture, tu vois, Mhm. comme solution en fait. Mhm. Comme un soin. Subhanallah. D'ailleurs, c'est de plus en plus reconnu Mm. quand même l'effet thérapeutique de l'écriture, que ce soit un journal intime ou autre, en tout cas de l'expression. L'effet thérapeutique, c'est effectivement de ne pas garder à l'intérieur pour pas que ça vienne fermenter et puis faire pourrir quelque chose. Et vraiment, euh, et en plus, le fait de le sortir, surtout quand on a une plume comme toi, ça permet en fait d'y ajouter le côté esthétique, ce qui fait qu'en fait ça va Ouais, venir impacter les cœurs, enfin les cœurs ouais, ouais. ou pas, hein, tout le monde n'est pas forcément impacté, mais en tout cas ça vient quand même impacter les cœurs. Et donc déjà donner une permission, ah ben tiens c'est possible alors d'écrire, ah ben tiens moi aussi en fait je vis ça, et du coup tu deviens un peu la thérapeute d'autres personnes en fait qui peuvent passer les mêmes épreuves ou les mêmes sentiments. Mhm. Ouais, ouais, c'était quelque chose qui m'a justement poussée à le publier parce qu'à la base, c'est vrai que ce recueil, c'était un recueil assez intimiste et je pensais pas forcément le publier ou que ce soit mon premier livre publié, justement. Je pensais écrire quelque chose d'un peu plus soft avant. Et après, je me suis dit, enfin, avec les retours que j'ai eus avec ce que je postais sur Instagram, je me suis dit, en fait, pourquoi pas? Parce que justement, c'est par le fait de raconter des épreuves, raconter des choses difficiles, et ensuite donner un peu le dénouement, donner aussi ce que ça nous a appris, ce qu'on en a tiré. Bah, justement, comme tu le dis, ça permet à des personnes qui passent par la même chose, ou qui sont passées par la même chose, de pouvoir aussi en apprendre. Et donc, du coup, je trouve que c'est vraiment
c'est aussi, ça fait partie de la reconnaissance, de la gratitude, qui fait partie pleinement de notre foi, de notre religion. Et je me dis, en fait, ça fait partie de la gratitude que de raconter sans ostentation, voilà, sans pleurniche non plus, sans victimisation, mais simplement, en fait, de raconter pour dire, voilà, en fait, par quoi tout le monde passe, Ouais. par quoi je suis passée, par quoi des prophètes sont passés aussi, euh, par quoi des hommes bons sont passés, des femmes pieuses sont passées, et en fait, voilà ce que ça nous apprend, voilà ce que ça peut nous apprendre, voilà ce qu'on peut en tirer pour nous, pour continuer. Et aussi, voilà, enfin, c'est pour ça que je me disais que c'est pas parce qu'on raconte des choses qui sont touchantes, qui peuvent être tristes, etc., que ça dévoile pas un message d'espoir derrière, en fait. Mhm. Complètement pour Et rebondir. Excuse-moi, vas-y. excuse-moi. Oui, je voulais savoir, est-ce que enfin, du coup, le côté très, c'est quelque chose que tout le monde vit au final, des hommes bons comme des femmes pieuses, comme tu as dit, comme un peu tout le monde, c'est quelque chose de très général. Est-ce que c'est aussi pour ça que tu as divisé en saisons l'ouvrage, pour que ce soit vraiment comme la vie de tous les jours en fait, et le temps qui est divisé en saisons, ou pas? Oui, oui, c'est on va dire, une des choses que je voulais transmettre par ce recueil, c'est que en fait, on nous conditionne en fait dans la société à justement parfois aller au-delà, aller plus vite que les cycles que l'on vit et qui feront partie de notre condition d'être humain et de la nature en général. Il y a la nuit, il y a le jour, il y a les saisons qu'on traverse, donc des saisons qui sont plus faciles que d'autres, et ça fait partie de la vie. Et c'est pas en essayant d'aller à contre-courant que qu'on va mieux se sentir, en fait. Mhm. Donc oui, c'était un des c'est le message principal en fait du recueil. Je pense que c'est ce qui regroupe un peu tous les poèmes que j'y ai mis. Ok. De parler peut-être d'universalité des sentiments humains. Finalement, on est un peu peut-être tous sur le même bateau. Au niveau des épreuves, des souffrances, des jouissances, finalement, on vit tous un peu la même chose à des degrés et des couleurs différentes. Mais c'est donc un petit peu ça ton message d'universalité de la condition humaine, par exemple, on pourrait résumer comme ça. Oui, enfin moi ce que j'ai voulu en fait avoir un recueil qui soit compris par tous, même des personnes qui, bah, par exemple, ne croient pas forcément en Dieu ou quoi, compris et apprécié. Euh, Après, voilà, c'est vraiment ce que je voulais montrer, c'est justement que l'intime, en fait, le personnel, le très personnel, euh, est finalement universel, en fait. Mhm. Et qu'on n'est pas Ça seul. revient là. Subhanallah, ouais. Hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer maintenant parce que vraiment, je l'ai pas encore montré, enfin, je l'ai montré, mais sans le dire, la couverture, elle est sublime, mais vraiment, elle est trop, trop belle. Est-ce que tu peux nous expliquer le choix de la couverture et le titre, Le jardin au fond de toi, qui est très parlant et en même temps très, on peut dire anodin, mais très profond. Machallah. Alors déjà, pour commencer, pour la couverture, j'avais pensé à plusieurs, plusieurs couvertures. Celle-là, elle est un peu sortie du lot, un peu par hasard et un peu à travers le travail qu'on a pu faire avec l'illustratrice. Euh, mais ce que je voulais, en fait, c'était vraiment montrer la richesse qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. Et comme Ouais. je le disais, en fait, au début, j'étais une enfant très introvertie. Là, aujourd'hui, je parle à l'oral, je suis à l'aise, etc. À cause du travail, à cause de, voilà, ou grâce, je sais pas, à cause ou grâce, je sais pas. Mais du coup, la vie a fait que maintenant, j'ai plus cette capacité à parler à l'oral. Mais avant, c'était vraiment, je vivais en fait tout à l'intérieur et j'avais on va dire, un monde à l'intérieur qui était très foisonnant. Et je pense que c'est ce que je voulais mettre dans la couverture, c'est que, euh, on va dire qu'on a tous au fond de soi euh, un monde qui a la même image que le monde qui est autour de nous. Et que parfois, en fait, on est tellement centré sur ce qui est autour de nous, sur l'environnement, sur ce qui peut nous affecter, etc., qu'on oublie en fait qu'à l'intérieur de nous, il y a aussi un monde, il y a aussi un cœur qu'il faut arroser, auquel il faut prendre grand soin. Et, Mm. euh, et voilà, je pense que l'image, elle rend ça en fait. Il y a une espèce d'ouverture, donc une espèce de porte qui montre en fait qu'au fond de nous, il y a un jardin
et que c'est un des messages du livre, c'est en prenant soin du jardin qu'on a à l'intérieur qu'on peut prendre soin de son environnement euh, à son tour et qu'on peut prendre soin en fait d'un peu du paradis euh, du jardin en tant que paradis, mais dans le sens où on a un paradis, c'est-à-dire c'est la terre qui nous a été confiée et dont on ne prend pas forcément soin Ouais. correctement. Et c'est par le fait qu'on prendrait soin de ce paradis à l'intérieur et de celui qui nous entoure qu'on pourrait atteindre le paradis, donc de l'autre vie, de l'au-delà. Mhm. C'est ce que je voulais rendre par la couverture. En fait, je pensais à ces idées-là quand j'ai demandé ce dessin. Et très Voilà. Je poétique. sais pas si ça vous parle un peu. Et du Oui, coup, ça. ça t'explique un peu le titre aussi. Mhm. Alhamdoulilah. Parce que l'extériorité, notre intériorité, elle est intrinsèquement reliée à notre extériorité, machallah. Et on peut pas aller bien dans le fond si on va pas bien. Enfin, tout est relié en fait, subhanallah. Alhamdoulilah. Et puis l'idée des jardins, il y a l'idée quand même peut-être un peu peut-être du travail ou de l'effort, tu vois, de se remonter un petit peu les manches et de débroussailler un Ouais. petit peu. Donc c'est et puis il y a l'idée des saisons, de l'abondance. Et puis des fois c'est un peu Oui. moins abondant, il y a moins de fruits, il y a moins de légumes, mais le terrain il est toujours vivant quand même. Finalement, même dans les épreuves, on reste vivant. Même si on a peur de mourir parfois de souffrance, mais on reste vivant. Et donc j'ai beaucoup aimé aussi, hein, parce que moi aussi c'est la poésie qui me parle, forcément. Et, euh, et donc le titre, en fait, qu'est-ce qui t'a inspiré, on va dire, donc si on a compris, c'est un petit peu ta vie, ta propre vie, mais qu'est-ce qui t'a encore inspiré par rapport à tous ces poèmes? Dans quel état tu les écris? À quel moment? Est-ce que tu as une routine d'écriture? Est-ce que c'est vraiment spontané et inspiré? Est-ce que tu vois un petit peu tes sources d'inspiration? Ouais, j'y ai réfléchi du coup à mes sources d'inspiration parce qu'on m'a déjà posé la question. Et j'ai du mal à citer, on va dire, des auteurs fixes ou des livres fixes parce qu'en fait, je pense qu'il y a des choses en fait différentes, des arts différents qui vont m'inspirer. Par exemple, pour les poèmes que j'ai publiés sur Instagram, souvent je les postais avec une photo. Et en fait, souvent, quand j'ai envie d'écrire, quand il y a des vers qui vont me venir, c'est à partir d'une scène, d'une image en fait que je vais capturer avec mes yeux, pas forcément avec un appareil photo, mais souvent aussi c'est avec un appareil photo. Et c'est à partir de cette scène qui est devant moi que je vais écrire. C'est pour ça que souvent on dit que mes poèmes ils sont assez imagés. Mhm. C'est que souvent c'est des images en fait, des photos ou même des scènes que je vais voir qui vont m'inspirer énormément. Ouais. Deuxième chose qui m'inspire aussi beaucoup, c'est toutes les histoires qu'on m'a racontées. Moi, j'ai eu des parents qui racontaient beaucoup d'histoires, des grands-parents aussi qui me racontaient énormément d'histoires. Donc ces histoires-là, elles font partie de mon univers, en fait, de mon éducation. Au-delà, en fait, du texte, vraiment, par exemple, si on parle du texte coranique, moi, avant de l'avoir lu, je l'ai écouté, en fait, avec toutes les histoires. Mon père, il me les a racontées, il nous réunissait un peu autour de lui et il racontait un peu les histoires, un peu comme le font les anciens. Et donc, du coup, je les ai eues à l'oral. euh, et avant de les lire moi-même. Donc, je pense que je pourrais dire que le Coran aussi, c'est ce qui m'inspire le plus, mais dans ce sens-là, dans le sens des histoires qui y sont racontées et qui font Mhm. partie en fait, de mon univers d'enfance. Ouais. Euh, Ça, ensuite, je dirais aussi que je pense que ce qui m'a beaucoup inspiré justement, c'est la poésie classique française. J'ai envie de dire en plus le romantisme aussi, euh, parce que voilà, c'est là que les poètes se livrent vraiment dans leurs émotions, dans ce qu'ils ressentent. Et aussi, il y a beaucoup de poèmes dans le romantisme aussi qui parlent justement de ça, de l'universalisme, c'est-à-dire qu'il va y avoir un poète qui va parler de sa condition, mais en même temps, tout le monde va s'y retrouver. Mhm. Donc sur la finitude de l'homme, enfin voilà, sur les différentes émotions qu'un être humain peut ressentir au cours de sa vie. Et du coup, je pense que ça m'a beaucoup inspiré aussi, ça m'a beaucoup chamboulé quand j'étais jeune, adolescente, etc. J'aimais beaucoup ces poèmes. Euh,
Et aussi tout ce qui va être réalisme, tout ce qui va être les auteurs qui écrivent beaucoup avec énormément de descriptions. Ouais. Ça, j'ai toujours énormément aimé parce que justement, j'aime quand on rend compte des images, qu'on me donne énormément de détails et que je peux me visualiser les choses. Et je pense que ça a influencé pas mal mon écriture. Parce que justement, j'essaye aussi de faire ça quand j'écris. Voilà, je pense que ça, c'est des grosses inspirations. Et ensuite, comme tu l'as dit, Anna, tout à l'heure, je suis beaucoup inspirée par tout ce qui va être sujet de psychologie, de santé, un peu de santé mentale, mais aussi de santé de l'âme, santé spirituelle. Euh, Ça va beaucoup m'inspirer dans mes écrits et je vais essayer d'écrire dessus. Euh, Si c'est des choses que moi-même j'ai vécues, enfin, j'arriverai pas forcément à écrire sur un sujet, par exemple, psychologique, si moi je l'ai pas forcément vécu. Ça veut dire que il faut déjà que ça me touche à l'intérieur, que moi je puisse en dire quelque chose. Et ensuite, il va y avoir des ouvrages sur les sujets que je vais lire et qui vont m'inspirer quand je vais écrire le poème. Voilà, donc je lis pas beaucoup de romans en ce moment. J'ai lu beaucoup de romans quand j'étais un peu plus jeune, entre guillemets, même si je suis encore jeune. Euh, mais aujourd'hui, il y a peu de romans enfin, qui vont me faire énormément voyager, qui vont beaucoup m'inspirer, même s'il y en a encore, mais c'est un peu plus rare. Euh, Ce qui va beaucoup m'inspirer, ça va être voilà, des ouvrages un peu plus des ouvrages spirituels ou même voilà, sur des sujets de psychologie, par exemple, Mhm. que j'aime beaucoup. Voilà. Ouais, donc On c'est ressent très vraiment, varié. ouais, on ressent vraiment, pardon, le côté très visuel aussi dans tes poèmes. C'est ça que je retrouve. Je pense à beaucoup de poèmes, ben, tous ceux que j'ai lus jusqu'à maintenant. Il y a vraiment la subtilité de la plume, parce que tu écris vraiment, franchement, très bien, mashallah. Mais c'est très, en fait, ton vocabulaire et ton bagage littéraire n'est pas un obstacle au fait qu'on puisse se représenter très bien ce que tu es en train de décrire. C'est très visuel comme écriture. Je sais pas si Anna, tu as eu le même constat que Oui, moi. oui, oui, effectivement, beaucoup de détails. Et bah, du coup, je comprends mieux ton procédé photographique et donc description d'images et tout ce que tu ressens et tout ce que... Là où ton esprit part à partir du concret, on va dire. Et donc, je comprends mieux parce qu'effectivement, c'était... alors, comme c'est poétique, effectivement, ça part. Donc, on s'élève, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a une base très concrète. Et donc, je comprends forcément si ça part d'une photo. C'est compréhensible. Ouais. Ouais, ouais. Et c'est vrai que l'écriture est très belle et en même temps très accessible, hein. Parce qu'il y a Ouais, ouais. plusieurs types de poésie et c'est vrai qu'il y a des poésies avec des mots très... enfin, il y a plusieurs types de poésie tout simplement. Et donc là, c'est pour moi un recueil de poèmes que tout le monde peut lire. Et il y a aussi un côté prose aussi parfois. Donc, Mhm. tu disais que tes parents te racontaient pas mal d'histoires. Donc, le côté vraiment... un peu un mélange des fois d'histoires aussi, d'histoires poétisées, on va dire. Ouais. Mhm. Je vous dis ça aussi. Machallah. Et Et que, pardon, Anna, j'ai quoi on parle en même temps, je suis désolée. Est-ce- De toute façon, Valérie va couper, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on pourrait juste garder un petit moment avant la fin avant que Faiza nous quitte pour lire la lecture en direct? C'est possible? oui, sauf si toi, Faiza, est-ce que tu as d'autres choses que tu as envie de dire de toi-même par rapport à ton ouvrage pour les auditeurs, en fait, pour quelque chose que tu as envie de présenter en plus? Hum, Bah, je pense que j'ai peut-être un peu du mal à parler de moi, c'est pour ça que j'écris. Euh, mais ce que j'aimerais dire, c'est justement en fait revenir au sujet central du livre, qui est de parfois en fait de ne pas craindre l'introspection en fait. Je pense Mhm. que c'est le sujet qui est central dans le livre et qui en ressort et que j'aimerais justement véhiculer. Parce que je pense que dans la rapidité de nos vies, se poser et oser écrire ce qu'on ressent, euh,
même si on n'a pas forcément une écriture voilà, qui est super belle ou enfin voilà, qu'on n'est pas forcément intéressé par l'art en lui-même et la beauté des mots, Mhm. je pense que juste voir l'écriture comme un exercice d'introspection, c'est vraiment très salutaire. Et, euh, et je pense qu'en fait, il faut parfois oser écrire, il faut parfois oser aussi partager ce qu'on écrit. Après, là, je parle d'écriture, mais enfin, il y a d'autres arts. Il faut parfois oser dessiner, il faut parfois oser photographier, il faut parfois oser filmer pour ceux qui Mhm. sont passionnés de cinéma, parce que j'aime beaucoup le cinéma aussi. Mais je pense que, et surtout dans notre communauté, on a soif de ça et on Mhm. a soif de se voir représenter, de se voir représenter à l'écrit, de se voir représenter dans des films, de se voir correctement représenté. Mhm. Et je pense que ça passe par déjà être à l'aise avec soi et ce qu'on ressent soi-même. C'est ce que je disais au début. Si on est à l'aise avec, on va dire, le jardin qu'on a au fond de nous, on va pouvoir en fait se raconter. Et par le fait de se raconter, c'est pas du tout un exercice de narcissisme, c'est il faut sortir justement de ce à quoi on nous limite, juste de faire un selfie ou de se prendre en photo avec la famille parfaite ou ce genre de choses. Il faut Mhm. sortir de ça et plutôt raconter pourquoi en fait ce qui nous anime, l'art qu'on a choisi ou le métier qu'on a choisi, euh, participe à faire le bien. Pourquoi les épreuves qu'on a vécues ont fait de nous ce qu'on est aujourd'hui et pourquoi aujourd'hui on a le sourire aux lèvres pour que ça permette à d'autres personnes de se relever, en fait. Donc, je pense que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois l'écriture. L'écriture, et dans mon livre, je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire transparaître, c'est que l'écriture, en fait, m'a permis à moi déjà de me sentir mieux. Et Ouais. ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est qu'elle permette, en fait, à d'autres personnes de justement se réconcilier avec leurs émotions, se réconcilier avec les cycles de la vie et pouvoir à leur tour en fait prendre confiance en eux pour raconter ce qu'ils ont vécu, peu importe la forme que ça prendra, pour tout simplement faire preuve de gratitude et enfin, donner en fait dans l'esprit des gens ce peut-être moi aussi je peux rêver Mhm. en fait en quelque sorte. Je sais pas si vous Ouais. comprenez ce que j'ai dit parce que je suis partie un peu dans tous les sens, mais je pense que c'est vraiment ça. Il y a beaucoup d'auteurs ou d'artistes qui, moi, m'ont permis de planter en fait cette petite graine, pour revenir sur la métaphore du jardin des plantes, etc. Cette petite graine de peut-être, moi aussi, je Ouais. peux écrire, je peux publier, je peux guérir, je peux me réconcilier avec ma foi, par exemple. Je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs, par exemple, qui m'ont réconcilié avec une vision de Dieu qui est positive, une vision de Dieu qui est aimable, une vision de Dieu qui est belle. Et j'essaie d'en parler aussi dans le recueil, pour changer cette image du Dieu, hein, du Dieu vengeur, du Dieu qui pense qu'à nous punir H24, qu'on a pu nous inculquer lorsqu'on était petit ou petite. Euh, et du coup, voilà, il y a des auteurs qui m'ont permis de faire ça et c'est extraordinaire. Et ils le savent pas aujourd'hui, hein, ils sont chez eux tranquillement. Mais en fait, ils ont permis à des gens de faire un shift de malade, en fait. Et, C'est vrai. et je pense que, en fait, c'est comme ça que je vois l'art, moi, en fait. C'est ce petit peut-être que et aussi cette guérison, en fait, ouais, cette guérison de l'âme. C'est comme ça que, enfin, je vois que ça a un sens l'art quand ça va dans ce sens-là. Je vois pas Mhm. l'art simplement dans le beau. Oui, oui, oui. Il y a une visée thérapeutique, une visée utile en fait. Malgré le fait qu'on soit dans le domaine du beau et du désintéressé, il y a quand même une visée utile. Exactement. Mais Mm. en tout cas, je suis très contente que tu aies pu partager ta vision parce qu'on aime, quand on lit un livre, avoir la vision de l'auteur et Mhm. comprendre son monde, comprendre ses aspirations, comprendre sa vision du monde, tout simplement. Donc, je pense en tout cas que pour ma part, bon, moi j'étais ravie de te connaître un peu plus Ah, et je merci. comprends beaucoup mieux tes écrits. Et Ouais. si tu voulais Super. lire la partie Kerima pendant que Faiza est en ligne avec nous, sache que là on a, parce que moi j'ai un petit minuteur qui nous dit combien de temps il reste. Il reste exactement 6 minutes.
C'est bien. Ok. C'est Faiza C'est qui bien, est mais d'accord, si tu n'es pas trop pressé. Comme on avait dit 30 Non, minutes. ça va, Ça va? ça va. Ok. Ouais. Ok. ok. Alors, moi, comme je vous ai dit, j'ai eu énormément de mal à choisir un poème parce qu'en fait, d'habitude, j'arrive, bon, quasiment, hein, j'arrive à, comment dire, j'arrive à finir le livre avant qu'on passe en interview. Mais là, comme je t'ai dit, Faiza, j'arrive pas en fait à avancer vite parce que ça remue beaucoup trop de choses, machallah. Donc, je vais pas me faire du mal, même si je me fais du bien parce que j'aime trop. Mais voilà, donc, mais, de ce que j'ai lu, wow, j'ai eu beaucoup de mal à choisir. Mais j'ai quand même choisi le poème Zara. Donc, je vais commencer à lire. Inch'Allah. On n'a pas besoin de chaussures quand on a le cœur qui vole. Je me revois dévaler ta rue pour aller à ta rencontre, pieds nus, de loin ton allure folle, appuyé sur ta canne, le sourire aux lèvres, ta djellaba à fleurs, ton foulard bien serré. J'avais caché ta canne pour que tu restes. Comment as-tu pu t'éclipser? Mon pays est une fleur, il me reste bien cette rue vide, comme mon cœur, et des tonnes de chaussures inutiles. J'ai aussi ces photos que je connais par cœur, sur lesquelles tombent des gouttes et des regrets futiles. Tes vieux champs qui ne cessent pourtant pas de pousser. Dans mon jardin secret d'Idda, j'ai gardé ta maison. Les mots sont des sanglots quand je pense à toi, des flaques d'eau sur les trottoirs. Un souvenir passe, elle l'éclabousse. Je trouve qu'il est sublime, ce poème. Vraiment, en fait, il est très, très, très aérien, très léger, très mine de rien. Mais le thème, c'est le thème de l'absence, de la mort, de l'être aimé, en plus d'une grand-mère avec tout ce qu'elle comporte de souvenirs, d'enfance, d'histoire. C'est un mélange subtil de finesse au niveau des mots, c'est très aérien. On dévale la rue, en fait, machallah. Mais quand on se pose, le thème, il est lourd et très, très beau, machallah. Mais Ouais. il y avait aussi Pané, il y avait aussi Ensanglanté, il y avait aussi Tu étais mon pays. Il y en a beaucoup, c'était très dur pour moi de faire la série, machallah. Bah, écoute, moi, Bah, pareil. merci en tout cas pour ta lecture. Ça, Euh, je pense que il y a un message qui lui a été envoyé là par les anges. Ouais, alhamdoulilah. On va faire c'est une petite dua pour elle, ce poème. Ouais, machallah. Bah, qu'Allah lui fasse miséricorde, en tout cas. Merci, C'est qu'elle me merci. défend. Alors Amin. moi, le poème que j'ai choisi, même si c'était difficile aussi, il est un peu long, donc comme il reste 3 minutes, je pense que je vais lire qu'une partie. J'ai choisi Impuissance apprise. J'ai été élevée dans l'impuissance, peut-être que c'est ton cas aussi, toi qui me lis. Tu as peut-être été de cette génération du premier exil, celle qui le porte en elle sans l'avoir même vécu, nostalgique et déchirée, comme une herbe indésirable, par procuration on t'a dit. Ne te montre pas trop, tu n'es pas d'ici. Mais tu n'as pas non plus d'autre issue que celle qui n'a pas le droit d'être en colère, ni d'être émue, réduite au silence, à l'inertie, et qui doit même accuser avec douceur ou faire preuve d'une éternelle discrétion. Pardonne ma digression. Ce poème est né d'un sentiment qui me traverse depuis des générations. Il gèle toutes mes tentatives de changement ou d'évolution. Ce n'est pas de ta faute, je me chuchote pour me rassurer. Et puis ce soupir, si las et si lent, qu'il devient la bande son de nos vies. Tu n'étais qu'un enfant comme eux, un enfant mal aimé, qui a construit sa carapace et qui n'avait pas le choix. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Peut-on dire aux gens qu'on aime combien on leur en veut? Peut-on s'éloigner d'eux sans se perdre à jamais, au risque que tout s'arrête sur ces mots? Peut-on leur dire qu'on aurait aimé pouvoir courir dans leurs bras quand là-bas, dehors, ça n'allait pas? Qu'on a porté le poids de leurs efforts, mais qu'on ne sera jamais assez fort pour rembourser leurs sacrifices, qu'on n'arrivera peut-être pas à leur faire retour sur investissement. Ce sont leurs récits qui m'ont appris à écrire. Pourtant, ma mère m'a souvent demandé de me taire, comme on le lui avait appris. Mais elle m'a aussi dit, ma fille, ne les laisse jamais manquer de respect à ta foi. Ce n'est pas de sa faute. Je me chuchote, car je veux l'excuser à tout prix. Que puis-je faire d'autre que la comprendre et l'aimer, elle, son foulard bien attaché, son sourire taquin, ce petit bout de femme qui me met en colère, puis m'attendrit. Elle m'a donné la force d'écrire ces mots. J'ai tant écrit son impuissance, mais qui suis-je pour dire qu'elle n'a pas eu la puissance des lionnes pour tenir debout sur ses jambes toutes ces années? Si j'allais voir une psy, la pauvre, elle aurait besoin d'en voir un juste après. Je n'ai jamais osé lui dire que j'ai cherché à la protéger, comme elle était sans ressources pour le faire, et n'avait pas les moyens de me défendre. Alors j'ai commencé à le faire, seule, et nos rôles se sont inversés,
car j'allais à l'école, parce que je parlais français. Mais qui m'a appris à marcher jusqu'à l'école et qui m'a montré le chemin jusqu'au portail? Qui m'a attendu des heures durant, le plat refroidi et les scénarios naissant dans la tête? J'ai dû porter l'histoire sur mes épaules frêles, alors que je peinais à porter mon cartable. J'ai dû porter l'histoire sur mes épaules frêles, alors que je peinais à porter mon cartable. Elle a dû la ravaler, l'amertume, au fond de sa gorge. Je n'ai jamais osé lui dire qu'elle me manquait si fort, lorsqu'elle s'affairait à nous satisfaire pour ne pas la charger de plus de larmes, car j'avais peur que sur ces mots, la mort nous emporte. Ce n'est pas de notre faute, me dit-elle. On a fait ce qu'on a pu. J'aurais aimé qu'elle ait d'autres options que celui du sacrifice, qu'elle ne divinise pas ses fils. Qu'a-t-elle gagné en échange? Quelques miettes timides de reconnaissance? Comment rembourser une vie quand on n'en a qu'une seule à vivre? Et répéter encore et encore les mêmes erreurs en bien pire. Alors je l'ai regardée soupirer, elle aussi l'a fait, et dans mon corps, l'impuissance s'est changée en colère, en intolérance, la colère de ne pouvoir rien faire, de devoir se résigner, de rester coincé dans une terre hostile où on ne peut pas éclore. Que puis-je faire pour toi, maman, si ce n'est t'écrire et d'écrire ta peur de ne pas être à la hauteur, qui t'a poussé à tellement d'intransigeance? Mais qui pensera à toi, maman, si tu ne le fais pas? Que le cycle continue ainsi de se reproduire et de nous engloutir dans un soupir? Je voudrais que nos mères puissent croire en la féerie qui les habite, le pouvoir de recouvrir la violence d'un drapé de maternité. Leurs yeux ont vu dans chaque homme un ange, un homme apeuré dans chaque démon, le manque dans chaque frisson, les rêves dans chaque sourire. Qu'aurait-elle fait si elle avait pu vivre pour elle-même? Que m'aurait-elle alors enseigné? Et je vais m'arrêter sur ce passage parce que le poème il n'est pas terminé, il est assez long. C'est un poème qui m'a beaucoup touchée, vraiment beaucoup touchée. Voilà, il est magnifique. Magnifique. La lecture aussi était très très belle, merci. Merci. Tu lui as fait pleinement honneur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ça va. La même embellie. Bah, après, comme tu disais tout à l'heure, c'est tellement universel qu'on se projette dans notre propre histoire d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, c'est pour ça, Kerima, que... Mais je t'encourage tout doucement. Bah, écoute, hein, c'est ton livre de chevet thérapeutique. Hein, donc, quand t'as le blues, tu Ouais. l'ouvres. Et puis, tu Mais ouais, verras. mais ouais. Ça fait mal, mais c'est salvateur, en fait, tu vois. Bah, Alhamdoulilah. c'est de la, Peut-être ouais, autre- c'est de la catharsis, pleinement. Oui, ouais, C'est exactement. vraiment. Exactement. Alhamdoulilah. Le thème là des mamans sacrifiées, en fait. Qu'est-ce que tu serais devenue si tu n'as pas été ma maman? Et moi aussi, je me suis posé tellement de fois cette question de ma maman adoptive. Si elle n'avait pas sacrifié tout pour nous, quel type de femme c'était? Elle était comment avant nous? Est-ce qu'elle avait des rêves comme nous, tu vois? C'est des thèmes, tout le monde, ça touche tout le monde, et surtout les mamans d'une certaine époque, d'une certaine même communauté, c'est plus que parlant, en fait, machallah. Donc, tu universalises tes expériences, et ça, c'est très fort. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Bah, merci en tout cas. Vous Avec avez fait honneur au livre. Vous avez pris des passages qui étaient très très forts et très beaux. Merci beaucoup. Alhamdoulilah. merci. Mais merci à toi, c'est toi qui nous a écrit de si beaux passages, machallah. Ouais, mais des Oui. fois, je me dis qu'ils sont plus à moi en fait, maintenant. C'est vrai? C'est-à-dire, au départ, ils étaient à moi et maintenant que je les ai partagés, ils sont un peu à tout le monde. Donc, c'est vrai que même là, quand vous les avez lus avec votre voix, votre façon, et ça fait quelque chose à l'intérieur. Ça me dit que voilà, maintenant, ils sont plus simplement à moi. Tout le monde peut se les approprier et justement, en fait, se, se questionner soi-même sur son parcours à partir d'eux. Et donc, voilà, ça fait plaisir. Alhamdoulilah. Et pour C'est tous Ça les miracle de la... remue. lecteurs qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut se procurer ton livre? Parce que là, quand même, je Oui. pense qu'on va Alors, mon livre, donner pour envie. l'instant, il n'est pas en vente en librairie, parce que je me suis mis un peu en pause dans ma démarche de démarchage, étant donné que je viens d'avoir un bébé. Mais je vais reprendre, Inch'Allah, pour permettre aux personnes qui ne veulent pas commander sur Amazon, parce que là, pour l'instant, il est disponible que sur Amazon. Et je comprends par éthique déjà, moi aussi, ça me gênait de publier dessus. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Mhm.
je comprends qu'il y a des personnes qui veulent pas commander sur Amazon, donc du coup, Inch'Allah, dès que je peux, je vais reprendre le démarchage au niveau des librairies et j'ai aussi en tête de faire un événement pour le vendre directement lors d'un événement que je pourrais, voilà, comme ça, je pourrais discuter directement avec les personnes qui l'ont acheté et le dédicacer aux personnes qui me l'ont demandé aussi. Donc, Mhm. donc voilà, dès que je peux, dès que la petite est un peu moins dépendante de moi, je prépare tout ça, Inch'Allah. Inch'Allah. C'est aussi peut-être de regarder pour les dépôts-ventes, surtout en région parisienne, il y a beaucoup de librairies qui sont très ouvertes à ça, machin. Ouais, Inch'Allah, ça En tout cas, marche. merci pour ta présence. On te Bah, souhaite merci à de vous, merci pour continuer l'invitation. avec plaisir. On te souhaite vraiment de continuer à écrire et continuer à nous Inch'Allah, régaler avec d'autres livres plus tard, Inch'Allah. ça Oui. marche. Bah, merci beaucoup. Merci pour ta présence très solaire, petite Faith. Merci. Merci. Merci, bonne soirée à vous. Merci, toi Inch'Allah. aussi, à Prenez bientôt, soin de Inch'Allah. vous. Salam Merci. alaikum. Alaykoum salam. Donc, pour passer maintenant à notre avis, alors le livre de Faiza Remar, donc Jardin au fond de toi, j'ai énormément apprécié parce que ça vient mettre sur le devant de la scène beaucoup de thèmes qui sont très, comme on a dit avec Faiza tout à l'heure, qui sont très universels, qui nous touchent tous, mais qui justement nous touchent tous. Tu vois, les choses qui sont universelles, on a tendance un peu à pas trop s'arrêter dessus parce que c'est des choses qui nous touchent tous. Mais en fait, vu que ça nous touche, eh bien, c'est profond en fait. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est que elle parle de beaucoup de thèmes mais qui sont très profonds et comment dire, dans lesquels on peut vraiment se retrouver. J'aime aussi le fait qu'il y ait ce découpage en saison. Je trouve que c'est une super bonne idée. J'aime beaucoup la couverture, j'aime le thème de l'intériorité. Moi, je suis quelqu'un, j'essaye d'être beaucoup dans tout ce qui est spiritualité, etc. Et je trouve que ce livre, il est très, très spirituel et il porte bien son nom parce qu'il invite vraiment à une introspection. Le jardin au fond de toi, il invite vraiment à une introspection. Et comme j'ai dit plusieurs fois, j'ai dû arrêter de lire parce que je trouve qu'il remue beaucoup de choses. Machallah, il remue beaucoup de choses et j'espère qu'elle en écrira d'autres. Mhm. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé le jardin au fond de toi. Inch'Allah. Bah, écoute, je te rejoins sur le thème des 4 saisons. D'ailleurs, c'est un thème Mm. qui revient beaucoup dans l'art. Par exemple, en musique, on a les 4 saisons de Vivaldi. En peinture, on Ouais, a Arcimboldo avec, tu sais, les personnages avec les fruits. Donc, fait les 4 saisons. oui. Voilà, c'est très parlant, comme elle nous a expliqué lors de l'interview. Effectivement, il y a beaucoup de symboles là-dedans. Donc, les, Mm. les thèmes principaux, bon, il y a la nature, les saisons. Il y a aussi le cœur et les émotions. Il y a aussi Ouais. la maladie, la mort. Beaucoup Dieu aussi, puisque c'est un livre, comme tu disais, assez spirituel. Les liens familiaux, la mère, l'amour, et peut-être un petit peu parfois de féminisme, tu vois, enfin, en tout cas de replacement de la femme dans une place un petit peu plus juste. Mhm. En tout cas, moi, je suis très contente, comme je disais tout à l'heure, d'interviewer de plus en plus de poétesses. Alors, est-ce que c'est un genre littéraire qui a le vent en poupe? Ça, je ne sais pas. Ou bien est-ce qu'on les attire parce que on a quelque chose qui fait que, ben voilà, c'est ces personnes-là qu'on va interviewer? Je ne sais pas non plus. En tout cas, Mhm. c'est une expression qui touche. Et donc, si vous écrivez aussi, je m'adresse donc aux auditrices, auditeurs. Si vous écrivez et que vous avez dans vos cartables, non, vous avez grandi, mais vos tiroirs, je veux dire, je m'adresse aux plus grands, dans vos tiroirs, des feuillets, des choses que vous avez, ben, n'hésitez pas. Alors, je sais qu'Amazon, c'est pas enfin, recommandé. Moi, j'ai publié sur Amazon. C'est vrai que c'est pas, pour certaines C'est choses, pas le c'est pas plus, mais éthique, ouais. voilà. Mm. Mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et donc, Mm. si c'est une méthode très facile de publication qui est entièrement gratuite, et je pense qu'il peut encourager vraiment toute personne, même si elle n'édite qu'un livre ou deux pour elle et sa famille, mais vraiment à sauter, à franchir le pas en fait de devenir auteur en fait ou poète, si ce sont des personnes qui écrivent des poèmes. Voilà. Exactement. Alors, bah, écoute, on va passer tout doucement à la conclusion, donc à l'actualité. Qu'est-ce qu'il en est pour toi, ton actualité prochaine? En termes d'actualité, là, c'est la fin de l'année scolaire et la fin de l'année de façon générale, on va dire, parce qu'on va rentrer dans les vacances. Donc, je me laisse un peu respirer. C'est très rare que je dise ça, hein, mais je me laisse un peu Carrément? respirer. Oui, je continue bien sûr je continue bien sûr, je me laisse respirer, je continue bien sûr sur
les prochains tomes de mon ouvrage, mais petit à petit. Et puis, par contre, je nourris toujours ma chaîne YouTube, donc c'est Kerima Shelbab sur YouTube, sur laquelle pardon, il y a beaucoup de séries et de choses différentes, donc n'hésitez pas à aller voir. Oui, effectivement, je te vois très, très active. Je te vois passer dans mon feed Instagram. Et effectivement, parce que moi, c'est vrai qu'à part Allo, je fais quelques réels, mais je ne suis pas très active niveau vidéo, même transmission, hein, je dirais tout simplement. Quand Euh, même, j'ai l'impression ces derniers temps que tu as un petit peu fait plus, non? Tu sais, c'est simple. J'attendais ma fille devant l'école. Je suis sur un banc. Je fais 4 réels d'affilée. Ça dure 1 minute 30. Voilà. C'est tout. Tu Tellement spontané, non, vois, j'adore. c'est pas des émissions comme tu fais, tu as vraiment avec un thème où tu interviews quelqu'un où c'est beaucoup plus construit, où ça peut durer une demi-heure ou plus, enfin, tu vois. Et donc, Mhm. voilà, je vous invite quand même à aller découvrir donc, les lives de Kerry sur Instagram et puis ta chaîne YouTube tout simplement, parce qu'il y a vraiment, ça fait un petit moment quand même que tu es assez active et on va dire récurrente dans tes publications vidéo. Et donc, il y a quand même maintenant pas mal de contenu. Donc, vous pouvez vraiment aller fouiller. Il y aura forcément un thème ou un titre qui va vous interpeller, Pour Inch'Allah. parler, ouais, Inch'Allah. Oui. Inch'Allah. Alors moi, c'est pareil, mon actualité, c'est rien. C'est le travail. C'est je suis en mode thérapeutique depuis janvier. Vraiment, 2024, j'ai décidé que c'était une année où je revenais vers moi euh, pour me guérir, pour rebondir. Voilà. Se Inch'Allah. guérir pour rebondir, Inch'Allah. Et c'est le Voilà. premier travail à faire, en fait, le travail interne. Oui. Accepter de voir des choses difficiles aussi, ça fait partie du travail, parce que le travail interne, il y en a plusieurs sortes, hein, plusieurs sortes. Ouais. Mais voilà quoi. C'est un petit peu ça. Et puis, ben voilà, ben écoute, on va terminer avec une magnifique citation qui Mhm. je viens de perdre la page en fait. Peut-être tu peux la lire. Ouais. Donc, une citation de Ouais. Victor Hugo qui dit: le poète ne doit avoir qu'un modèle, la nature, qu'un guide, la vérité. Ouais, je trouve ça, et je trouve que ça correspond, mais c'est toujours mettre des citations qui découlent, on va dire, de l'œuvre qu'on a lue. Et on a le mot nature, on a le mot. Enfin, on a vraiment. Je trouve que ça résume assez bien l'œuvre de Feyza. Et on On vous a quand encourage même à ce s'y. petit talent de mettre toujours des citations avant, parce qu'on prépare, et qui finalement correspondent vraiment à l'émission globale, machallah. Complètement, ouais, ouais. Bah écoute, on peut se jeter des fleurs. Moi, je trouve qu'on les Je mérite. pense que Donc, ouais, on les mérite. et on vous entend aussi. Tout le monde mérite des fleurs, vous inquiétez pas. Ouais, Inch'Allah. N'oubliez pas d'aller cultiver votre jardin intérieur. Exactement, pour l'instant sur Amazon et puis bientôt sur d'autres plateformes, Inch'Allah. Merci de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, on est vraiment ravis de vous recevoir, de partager tout ça avec vous. C'est toujours un moment délicieux de te retrouver aussi, Kerima. Voilà, Tout parce à que fait c'est récit. vrai que c'est nos moments d'échange à nous aussi. Et puis, Ouais, ben, on se dit, alors je ne sais pas encore, juillet ou bien à la rentrée, on va voir pour l'émission 25, Inch'Allah. pas de pression. Voilà, pas de pression, c'est les vacances. À très très bientôt, Inch'Allah. À Portez-vous très bien. vite, bonne soirée. Salam alaikum. Ouais.